Bien, bonsoir donc à toutes et à tous. Bienvenue et merci donc d'être là ce soir. N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent obscures, si cela suscite donc quelques interrogations. Donc n'hésitez pas à demander la parole. On vous passera le micro. Parce que c'est justement souvent dans la mutualisation que l'on s'enrichit. Donc je ne suis pas là non plus pour faire un monologue et je compte sur vous. Avec, cela dit, des interventions assez courtes et ciblées pour que le format de 2 heures puisse être bien sûr tenu. Donc vous voyez le thème, comprendre comment l'enfant apprend. Apprendre, oui, c'est difficile, vous le savez, avec vos enfants, vos petits-enfants, peut-être même vos élèves. C'est le parcours du combattant, c'est le concert de plainte. Je sais, alors ce soir, on va peut-être davantage s'intéresser à ce qui se passe un peu dans la boîte noire. Au lieu justement de se plaindre, au lieu de se lamenter ou de se fâcher, voyons davantage ce qui se passe dans la boîte noire. Le programme, c'est celui-là, vous le connaissez sans doute, c'est tout d'abord comment le cerveau de l'enfant se met-il en mode, je dirais, d'apprentissage, en mode apprendre. Quelles sont les différentes fonctions cognitives de l'enfant? Quels sont, bien évidemment, leurs rôles dans les apprentissages? Quel est le rôle aussi des émotions, puisque les émotions impactent fortement les apprentissages? Et existe-t-il, je dirais, des caractéristiques d'un apprentissage efficace? Nous ne sommes pas en train de donner des recettes miracles. On sait très bien qu'il n'y en a pas. Mais je pense que ce soir, au terme de cette soirée, il serait intéressant que nous ayons quelques, de façon modeste tout de même, mais l'idée de quelques caractéristiques d'un apprentissage efficace. Et je pense que l'incontournable, et c'est pour ça que je commence toujours par cela, ce qui me semble absolument incontournable, c'est le regard positif que l'on va porter sur l'enfant. Parce que, bon, enjeu de l'institution scolaire, c'est apprendre, retenir pour restituer. Donc, vous voyez déjà la difficulté. Apprendre, pas pour que ça entre d'un côté et que ça sorte de l'autre côté. Apprendre pour que, effectivement, entre guillemets, ça imprime. Donc, il faut retenir parce que la leçon, elle veut s'en aller, n'est-ce pas? D'où le verbe retenir. Et retenir pourquoi? Pour être capable de restituer, pour être capable, justement, de montrer qu'on sait. Parce que ça, c'est une autre des grandes difficultés de l'école. Savoir, montrer qu'on sait. Alors, bien sûr, la capacité à apprendre, elle est innée. Tout cerveau est capable d'apprendre. Le cerveau animal également apprend. Mais bon, le savoir apprendre, le savoir restituer, ça s'acquiert sans recette miracle, non. Avec bien sûr des postures, avec bien sûr des convictions, avec bien sûr des savoir-faire, avec la fameuse méthodologie, dont bien sûr on parlera, et la métacognition. Alors je ne veux pas employer des mots épouvantables. La métacognition, on en parlera à plusieurs reprises. C'est l'idée de je me mets au-dessus de moi, je m'observe en train d'apprendre, de restituer, de travailler.
je regarde ce qui est le plus facile pour moi, ce qui est peut-être le plus difficile, ce que je préfère faire, de la façon avec laquelle j'aime procéder. Je rends l'enfant conscient de la façon avec laquelle il peut être beaucoup plus efficace. Donc oui, il y a de la méthodologie, il y a de la métacognition. Tout ça, c'est facilitateur, mais je le disais, l'incontournable, c'est ce regard positif qu'on porte sur l'enfant. C'est cette capacité, je dirais, de sollicitude que parents, grands-parents, enseignants, il faut manifester à l'égard de l'enfant. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que on est fatigué, on perd patience, on répète, on a véritablement l'impression que l'enfant est de mauvaise volonté. Bon, on va voir que 9 fois sur 10, à l'origine, effectivement, il n'en est rien. Mais cette motivation qu'il peut lire dans votre regard, je te reconnais comme capable de faire, ça, c'est, à mon sens, quelque chose qui est irremplaçable. Alors, néanmoins, je le reconnais, apprendre, c'est très difficile. Je n'en veux pour preuve que la cohorte des pédagogies alternatives. Il y a pléthore de pédagogies alternatives dont on attend des miracles. La pédagogie de Montessori, la pédagogie du Perfort, la pédagogie Freinet, la pédagogie positive, ce qu'on appelle les écoles et les collèges démocratiques, la neuropédagogie, l'orthopédagogie, la psychopédagogie. Bon, j'arrête, parce que on pourrait passer une grande partie de la soirée à énumérer ces pédagogies alternatives. Mais bien sûr, ce ne sont pas les exemples qui manquent. 20% de jeunes sont en échec scolaire. Ça, ce sont des statistiques. 500 000 enfants ne vont pas entrer dans la lecture. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprendront pas à lire. Ils apprendront pour un grand nombre d'entre eux à lire, mais première année, première entrée donc à l'école, CP, à la grande école, il y a tout de même 500 000 enfants qui n'apprennent pas à lire. Il y a 130 à 150 000 jeunes, vous le savez, qui quittent l'enseignement sans aucune qualification, qui quittent l'enseignement secondaire sans aucune qualification, et il y a 30 000 jeunes qui décrochent après donc une année d'études universitaires. On sait aussi, et j'en ai fini avec les statistiques après cette diapo, on sait aussi qu'il y a 1 à 3% d'enfants qui naîtront avec un retard mental, qu'il y a 1 à 2% d'enfants dans le spectre autistique, 5% d'enfants qui ont des troubles de l'attention, à proprement parler, et 5 à 10% d'enfants, 8 à 12, qui présenteront des troubles 10 associés ou non, en comorbidité ou non, avec des troubles de l'attention. Alors, ces difficultés d'apprentissage, ce qui va nous permettre d'essayer de faire émerger des caractéristiques d'un apprentissage efficace, c'est que ces difficultés d'apprentissage, eh bien, chez tous les élèves, elles sont finalement à peu près les mêmes. En tous les cas, les signes sont toujours les mêmes. Évidemment qu'un seul enfant, qu'un seul élève ne va pas les présenter tous à la fois, tous ces signes. Vous avez des enfants qui ont des problèmes d'attention. Alors, en classe,
Ils regardent à droite, à gauche, ils bavardent, ils dessinent, ils font des pyramides de feutre, ils font des jeux de stratégie stylo rouge, stylo vert, à la maison, de la même façon. Hein. Ils perdent le fil, ils oublient, ils n'arrivent pas à respecter prends ta douche, va prendre ta douche, ça met 1 heure. Hein, range tes affaires. Bon, ils lâchent effectivement sans cesse, ils n'arrivent pas à penser véritablement en continu. Problème d'attention. Ils ont également des problèmes d'organisation. Alors, tout ce qui est classement, tri, rangement, hiérarchisation, oh là là, c'est extrêmement compliqué. Quand vous les faites travailler, je ne sais pas, vous êtes submergé par une masse de documents, de français, de maths, d'anglais, de techno. Tout ça, c'est un fouillis absolument inextricable. Hein, quand vous essayez d'y mettre de l'ordre, vous faites en début d'année quand même. Allez, on a de bonnes intentions, alors on va le faire. Hein. Et puis très vite, on est noyé sous la masse de documents. Le classeur n'ayant de classeur que le nom. Hein. C'est assez impressionnant. Certains peuvent aussi avoir des difficultés d'appréciation de l'environnement, de l'environnement scolaire. Alors j'entends bien évidemment que chez vous, ils n'ont pas ces difficultés d'appréciation d'environnement. Ils sont dans leur univers tout à fait familier. Donc il n'y a pas ce décodage finalement à effectuer. Mais à l'école, il y a une opacité du code scolaire. Hein. Il faut toujours expliciter. On parlait tout à l'heure du terme, de l'expression apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apprends ma leçon. Dans des milieux socioculturels plus favorisés que d'autres, cette expression aura un sens. Dans d'autres milieux moins favorisés, cette expression n'aura pas de sens, voire, enfin, je dirais, moins de sens, voire pas de sens du tout. Et il est sûr que l'enfant sera beaucoup plus en difficulté. Sous nos latitudes, nous comptons 1, 2, 3, 4, 5. Sous d'autres latitudes, les enfants comptent 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Alors ils arrivent à l'école. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là? La maîtresse? Je ne comprends plus. Rien n'est évident. Alors ça, c'est un principe pour les enseignants que moi je ne cesse effectivement de répéter. Le langage est plein de pièges, rien n'est évident, mais c'est évidemment un principe pour tous ceux qui font travailler les enfants et bien sûr aussi pour les parents. Parce que pour les parents et les grands-parents, les mots de l'école, ce ne sont pas toujours les mots de la maison. Hein, fort heureusement d'ailleurs, puisque chaque langage a sa place. Donc, difficulté d'appréciation de l'environnement. Vous savez que les bons élèves, c'est une expression que j'emploie souvent, mais oui, ils sont nés avec le code scolaire dans le berceau. Il n'y a rien besoin de leur expliquer. Et même quand vous les faites travailler, oh là là, ils tirent leurs traits, c'est propre, c'est bien écrit, il y a des alinéas. Oh là là, aucune difficulté lorsqu'un enfant, effectivement, est dans le code scolaire. Et ils ont aussi, quelquefois, des difficultés d'appréciation des situations. Hein. Ils n'ont pas la distance avec l'adulte. Hein. Des paroles peut-être totalement inappropriées, fusent, sans filtre. Alors, vous les supportez quelquefois mieux que nous, enseignants, hein, où un langage inapproprié, tout de suite, nous heurte et crée des difficultés relationnelles, émotionnelles, qui vont rejaillir sur les apprentissages. Bien sûr aussi, il y a des difficultés très spécifiques à tous les élèves d'orientation dans le temps et dans l'espace.
les concepts, les référents spatiaux et temporels sont à la base de tous les apprentissages. Et nombreux sont les enfants qui ne les possèdent pas ou qui ne possèdent pas les référents spatiaux, la notion de durée. C'est déjà fini. J'ai l'impression que j'ai travaillé pendant 3 heures et j'ai travaillé 10 minutes. Au contraire, juste l'inverse. J'ai l'impression que je n'ai à peine travaillé et ça y est, c'est la fin de l'évaluation en classe. Oh là là, catastrophe. Les notions de durée, d'antériorité, de postériorité, de simultanéité, toutes ces notions-là qui vont être si importantes dans la compréhension des consignes. Vous voyez, on dit qu'il ne comprend pas les consignes. Oui, il y a déjà, au sein même des consignes, des référents spatiaux et temporels d'ailleurs. Ça, c'est une difficulté très, très répandue chez les élèves. Et puis, ils ont des difficultés langagières. J'évoquais les pièges du langage, bien sûr. Ils sont très nombreux. J'aurai l'occasion d'y revenir. Vous avez des mots qui ont plusieurs sens, ce qu'on appelle la polysémie. On y reviendra. Et enfin, ils ont des difficultés de mémorisation. Donc, si on essaie de lister les difficultés d'apprentissage, les principaux signes des difficultés d'apprentissage, on se rend compte qu'un enfant en présente un ou plusieurs. Un enfant va en présenter un ou plusieurs, en a présenté un ou plusieurs au fil de sa scolarité. Voyez. Et que sans trouble, il y a ce qu'on peut appeler là de simples difficultés, mais qui risquent d'impacter assez négativement les apprentissages scolaires. Ça va? Oui? Pas de questions? Bon. Alors, nous continuons. Alors, maintenant qu'on a défini... Il y avait des statistiques de pourcentage. C'est cumulatif ou c'est... Au moment où ces statistiques ont été publiées, ce n'est pas cumulatif. Alors, bien sûr, là, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est quand même important de le faire. Pour apprendre, d'abord, il y a une hygiène de vie. L'hygiène de vie compte. L'alimentation compte, l'exercice physique, bien sûr, compte. Pas trop de sursollicitation sonore et visuelle. Alors, tout le monde a compris qu'il s'agit en grande partie des écrans, je pense. J'essaie de le dire gentiment, mais vous savez très bien que là aussi, ce sont des précautions effectivement à prendre. Problème de sommeil, n'est-ce pas? Le cerveau, il apprend aussi en dormant. Le cerveau des enfants leur permet d'apprendre en dormant. Donc, le temps de sommeil est extrêmement important. Les facteurs environnementaux comptent, on l'a vu. Différents milieux socioculturels comptent, bien évidemment. En plus de la donne initiale qui est un petit peu injuste, au fur et à mesure où l'élève monte de classe, il y a des parents qui vont pouvoir l'aider, et puis il y a des parents qui ne pourront pas aider. Donc oui, l'environnement familial compte énormément. Et puis il y a des parents qui pourront aider, mais n'auront pas le temps d'aider. Il y a énormément de cas de figure. Il y a aussi des facteurs affectifs qui comptent dans l'apprentissage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aimer ses élèves quand on est enseignant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les élèves aiment leurs professeurs. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des relations affectives privilégiées de certains enfants avec certains enseignants et que, bien sûr, il y a des enfants qui travaillent à l'affectif. Bon, c'est comme ça. Je suis convaincue qu'il ne faut pas l'encourager, mais je suis aussi fermement convaincue qu'il ne faut pas le nier.
Et quand je m'adresse à des enseignants, une des choses que je leur dis souvent, c'est « Attendez, rappelez-vous, vous avez choisi de faire ce métier d'enseignant, lorsque vous avez cette vocation, n'est-ce pas parce que à un moment donné de votre scolarité, vous avez eu vous-même des relations privilégiées avec un enseignant? Est-ce que vous n'avez pas l'image, là maintenant où je vous parle, d'un enseignant? Et effectivement, ils disent oui. Je dis pourquoi voulez-vous priver les enfants de cette relation-là? Bien sûr, on leur apprend à grandir, bien sûr, on leur apprend l'autonomie, mais d'emblée, on ne les coupe pas de certains liens affectifs. Facteur émotionnel aussi impacte les apprentissages. On sait très bien que des émotions positives, et ça, ce sont les neurosciences qui nous l'apprennent, c'est l'IRM, cet extraordinaire périscope, je dirais, à la surface du cerveau qui nous montre le cerveau en train de fonctionner. On voit que des émotions positives entraînent l'élaboration de réseaux de synapses, de connexions entre neurones. On voit que des émotions négatives entraînent la désorganisation et la destruction de réseaux de synapses, qui, bien sûr, grâce à la plasticité cérébrale, se reconstituent. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, bon, pas du tout. Le retour positif, le feedback positif est extrêmement important, on le verra aussi dans les apprentissages. Et puis, apprendre, c'est aussi apprendre avec des modalités pédagogiques qui vont découler des fonctions cognitives. Qu'est-ce que c'est que notre appareil cognitif? C'est un petit système dans le cerveau, c'est un petit puzzle dans le cerveau qui nous permet de traiter l'information. Le cerveau de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos élèves ne fait que traiter l'information à l'école, au collège, au lycée, lorsque vous les faites travailler, lorsque vous leur parlez. Le cerveau, l'essentiel de son activité, c'est de traiter l'information. Lorsque le professeur parle, le cerveau de ses élèves traite de l'information orale. Lorsque il faut lire, le cerveau traite de l'information écrite. Lorsqu'il faut écrire, le cerveau traite de l'information orale, parce qu'en fait, on se parle, on se dit des choses pour écrire. Évidemment aussi de l'information écrite et de l'information motrice, le geste graphique. Lorsqu'on est en EPS, le cerveau traite de l'information orale et motrice. Le traitement de l'information est fait par ce petit puzzle-là de systèmes qui sont constitués de petits systèmes qui sont certes isolables, mais massivement interconnectés. Et lorsque l'enfant va avoir peut-être des difficultés, voire des troubles, on va très bien se rendre compte que quelquefois, l'atteinte d'un petit élément du système, ça va entraîner l'effet château de cartes. Ça, on le verra beaucoup mieux lorsque on s'occupera plus précisément des élèves 10. Quelles sont ces fonctions cognitives? Quelles sont ces fonctions cognitives? La première des fonctions cognitives, c'est la motricité. Quand un bébé naît, il ouvre les yeux. Vous voyez, même le prématuré, il ouvre les yeux, il les ferme. Ensuite, le bébé tète. C'est la motricité buccale. Puis, le bébé attrape la
préhension. La préhension qui va allier le geste et le regard, puisqu'il faut s'adapter et être à la bonne distance. D'accord? Puis, le petit enfant, il apprend à marcher. Hein, la locomotion, donc, par laquelle il s'approprie le monde. Donc, la motricité, elle est vraiment première dans les apprentissages. Deuxième des fonctions cognitives, les perceptions. Les perceptions, alors là, attention, on ne parle pas d'acuité. Hein? L'acuité, il faut toujours vérifier l'acuité auditive. On fait un audiogramme. L'acuité visuelle, ah, oui, on va chez l'ophtalmo. On a des tests qui permettent, quand un enfant a des difficultés, un des premiers tests, c'est est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il entend bien. Ça, ce sont donc des tests qui vont évaluer l'acuité. Là, il ne vous a pas échappé qu'il est écrit perception. Hein? Les perceptions auditives, c'est la façon dont le cerveau va identifier l'enveloppe sonore du mot dans le flux verbal. Hein? Là, quand je suis en train de parler, vous me comprenez, enfin j'espère. Bon, j'ai pas l'impression que ce que je dis est terriblement obscur. Donc, vous me comprenez lorsque je parle. Pourquoi est-ce que vous me comprenez? Parce que vous isolez les mots, chacun des mots de ma phrase, dans mon flux verbal, dans le flux sonore, et qu'avec chacun de ces mots, vous arrivez à faire du sens. Vous élaborez du sens, vous construisez du sens. Si vous n'arriviez pas à identifier chaque mot dans le flux sonore, si vous ne saviez pas finalement comment arriver à couper ces mots correctement, ou vous feriez des erreurs d'interprétation, ou vous ne comprendriez absolument pas ce que je dis. Par exemple, moi, ça nous arrive à tous, hein, de mal isoler les mots dans le flux sonore. La première fois que j'ai vu écrit le vent des globes, ben moi je l'écrivais le vent, allez-y, et ben voilà, vous voyez. Donc j'avais, bon, j'aime beaucoup la Vendée, hein, c'est sûr, mais bon, j'avais une toute autre vision de le vent des globes, parce que je isolais mal les mots dans le flux sonore. Si je voulais m'amuser à vous dire une phrase en français que vous ne comprenez, que vous ne pourriez pas comprendre, si je vous disais par exemple la biscoutil, le blismoutil, si la biscou le blismou. Je dis une phrase, vous n'arrivez pas, enfin peut-être que vous arrivez, non? Alors je le redis, la biscoutil, le blesmoutil, si la biscou le blesmou. C'est du français. La pinicho, le wanish pas, les bounish néodiba. Parce que là, vous le connaissez. Voyez? Mais je suis obligée d'aller chercher des phrases, évidemment, comme cela, pour bien vous montrer que quand je n'identifie pas l'enveloppe sonore du mot dans le flux verbal, je ne peux pas comprendre. Donc, il y a un rôle très important des perceptions auditives. Je sens que vous voulez savoir ce que ça voulait dire. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Alors, donc, l'habit se coud-il, le blé se moud-il. Si l'habit se coud, le blé se moud. La biscoutil, le blé se moud-il, c'est la biscou, le blé se moud. Gros entraînement. Voilà. D'accord. Alors, perception, vous voyez, auditive. Bon, important. Vous imaginez? Important. À l'école, univers verbal. Ça, les professeurs parlent, les élèves parlent, on apprend sur le rythme de la conversation. Et aller. Ouf, très important, les perceptions auditives. Et l'important, quand vous faites travailler effectivement vos enfants, vos petits-enfants, de ralentir
le débit verbal, d'isoler les mots dans le flux sonore. Vous voyez, parce que dès que j'ai parlé lentement, ben vous avez compris, bien sûr. De la même façon, perceptions visuelles sont impliquées dans l'apprentissage et dans les fonctions cognitives lorsque je lis. Hein, lorsque je lis, mes yeux effectuent un mouvement. Ils balayent le texte dans ce mouvement qui s'appelle l'oculomotricité. Hein, il peut pas s'appeler autrement, c'est le mouvement des yeux, oculomotricité. Ben, il y a des saccades, des fixations, et à partir de ces fixations, une convergence. Si, bien sûr, cela ne s'effectue pas correctement, et on aura l'occasion de le voir quand on parlera des élèves 10, donc, mais pas maintenant, ben, on ne peut pas lire. Vous voyez, on ne peut pas lire correctement. Donc, les perceptions sont impliquées dans les apprentissages. L'attention, c'est le pilier des apprentissages. Hein, Stanislas Dehaene, il y a une conférence très intéressante qui est sur le site du Collège de France sur l'attention, hein, où justement il affirme à juste titre que l'attention est le pilier des apprentissages. Nous avons deux attentions. Hein. Nous avons une attention qui nous relie à l'extérieur, qui s'appelle l'attention exogène, qui fait que l'on remarque aussi bien visuellement qu'au plan sonore tout ce qui nous entoure, que l'on peut effectivement tout remarquer, et qui fait qu'on est quelquefois bombardé de stimuli sonores et visuels qui sont extrêmement gênants pour mobiliser la deuxième forme d'attention, qui est l'attention endogène, qui, elle, nous relie à la tâche. Vous voyez, une attention qui est plus du type de la concentration. Hein, vous savez très bien que lorsque vous êtes très fatigué, que lorsque vous voulez faire un travail, que vous devez faire un travail très minutieux, eh bien, vous allez vous couper de l'extérieur, vous allez vous enfermer, vous allez dire qu'on ne me dérange pas, parce que vous savez très bien que l'attention exogène, si on vous dérange, va vous gêner beaucoup et va avoir un très fort coût cognitif, que vous allez risquer de vous tromper, que vous allez être beaucoup plus fatigué. Donc il y a deux attentions, l'attention qui nous relie à l'extérieur, l'attention qui nous relie à la tâche. Et souvent, nos enfants ou nos élèves, eh bien, ils sont fatigués et ils sont obligés quelquefois de chasser tout ce qui est distracteur pour se concentrer sur la tâche, et ça a un coût très cognitif, un coût cognitif très lourd. Ah, bien sûr, on aura l'occasion de le revoir. Pour l'attention soutenue, il faut mettre en route un type d'attention, l'attention sélective, hein, qui est très lourde au plan cognitif, et que de ce fait, l'enfant ne peut pas allouer à la tâche, puisqu'il l'alloue à chasser le distracteur. Là, c'est dommage. Souvent, quand j'en suis là, il y a souvent un distracteur. Mais là, il n'y en a pas. Donc, voilà. Mais on aura l'occasion de le développer. Avec quoi est-ce qu'on apprend? Évidemment aussi avec le langage. Hein, on va reprendre chacune de ces fonctions rapidement. Mais là, je montre d'abord ce schéma, hein, pour bien montrer comment l'enfant apprend, mais il apprend avec tout ça. Hein. Langage, évidemment, langage en compréhension. Et il y a le langage abstrait, il y a le langage avec tout ce qui est vocabulaire spatio-temporel, il y a le langage polysémique,
il y a le langage élaboré avec une syntaxe difficile. Vous voyez, le langage, c'est extrêmement lourd à traiter en compréhension. Et puis, il y a la compréhension de l'explicite, hein, où, quand, qui, quoi, comment, d'accord? Mais après, il y a la compréhension de l'implicite. Comment comprendre ce que le texte ne dit pas, hein? Et oui, ça, c'est évidemment plus difficile. Et ce n'est pas fini. Notre appareil cognitif et celui de nos enfants, il y a aussi le chef d'orchestre, la cabine de pilotage, l'administrateur central, je ne sais pas, comme vous voulez, les fonctions exécutives, hein, qui sont situées dans le lobe frontal et qui gouvernent, oui, le cerveau, qui sont là d'abord pour que vous soyez automatiquement, spontanément adapté. Vous avez des facultés d'adaptation. Pour venir ce soir à cette conférence, ça ne vous a absolument pas coûté. Vous n'avez pas eu l'idée de dire nous venons en maillot de bain. Non, hein, c'est sûr que non. Vous êtes automatiquement adapté. Vous avez aussi une capacité d'inhiber ce qui ne serait pas pertinent, et ce n'est pas lourd pour votre cerveau d'inhiber ce qui ne serait pas pertinent. Vous avez tout ce qui serait inapproprié, inadéquat. Vous avez un filtre, voyez, qui ne vous coûte rien. Également, ces fonctions exécutives, c'est l'organisation, le tri, la sélection, le classement, l'anticipation, la critique, l'évaluation, la logique, hein, tout ce qui est stratégie d'autocorrection. Hein. Et ces fonctions exécutives, elles ne viennent à maturation qu'à partir de 25 ans. Voilà. Donc, vos enfants, vos petits-enfants, leurs fonctions exécutives, elles ne sont pas arrivées à maturité. C'est aussi quelque chose que je répète à loisir. Nous sommes les adultes, ce sont des enfants. N'allons pas nous attendre à ce que des enfants aient un comportement d'adulte. Hein. Tout ce qui peut les aider au plan inhibition de ce qui n'est pas pertinent, organisationnel, etc. Bon, oui, il faut leur donner ce qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Il y a des listes de comportements attendus. Et ça peut tout à fait entrer dans tout ce qu'on pourrait appeler une méthodologie, une espèce de posture qui est facilitatrice et une méthodologie. Donnons-leur ce qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Et puis, il y a bien sûr les mémoires. Hein. Il y a les mémoires dans laquelle on stocke court terme. Bon, c'est ce que je peux retenir, bon, voilà, en un petit nombre d'informations pendant un court temps. Et puis, si dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent, on me donne d'autres informations, puis encore d'autres informations, c'est fini. Hein. Ma mémoire à court terme, elle va être rapidement saturée. Il y a la mémoire à long terme. C'est la mémoire des évaluations, des leçons. C'est la mémoire des examens, des concours. Hein? Scolairement, on sollicite cette mémoire à long terme. Mais il faut savoir, passer de court terme à long terme, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a des conditions pour passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. On les verra. Apprendre, on l'a dit pour commencer, c'est retenir. Vous voyez, c'était une autre façon de montrer que non, le court terme, bien sûr, ça ne suffit pas. Et puis, il y a cette fameuse mémoire de travail. Fameuse parce que
Parce qu'à proprement parler, ce n'est ni de la mémoire ni du travail. Alors, c'est un petit peu bizarre qu'on l'appelle comme ça, mais c'est quand même cette capacité à garder active dans notre cerveau une connaissance, à la garder active, pendant que l'on s'en sert pour faire autre chose. Donc, prenons un exemple simple, c'est connaître une règle et l'appliquer. C'est tout ce qui va être activité de mentalisation. Je garde dans ma tête et je m'en sers. Eh ben, c'est très difficile. Et souvent, nous nous trompons. Nous disons à ces enfants qui ont du mal à avoir une mémoire de travail efficace, nous leur disons, mais en fait, tu ne connais pas ta règle. Mais en fait, tu n'apprends pas ta leçon. Non, c'est que la capacité à faire les deux tâches n'est pas possible. Donc ce sont des enfants, et ça, quand on se retrouvera pour l'aide aux devoirs, on verra l'importance de fiches mémo, enfin d'outils, voyez, d'outils que l'on pose et dont on se sert, bien sûr, parce que certainement, cette mémoire de travail est très importante pour réussir scolairement. Et elle est à différents niveaux. Lire, c'est aussi de la mémoire de travail. Parce que, effectivement, je décode. Il faut que je garde la lettre, que j'ai son son, et puis que je l'assemble. Ah oui, c'est aussi de la mémoire de travail. Faire une division, c'est de la mémoire de travail. Vous voyez, nombreuses sont les tâches scolaires où cette mémoire est impliquée. Il y a aussi ce qu'on appelle la métamémoire, que je n'ai pas noté là, qui est l'évaluation consciente de ce qu'on sait. Vous voyez que si je vous demande quel est le nom du Premier ministre du Burkina Faso, vous voyez, Ola, j'entends Ola, j'entends rire, mais quand les enseignants posent une question aux élèves et que les élèves ne répondent pas et sourient, ou rient, ou disent « Ola », eh bien les enseignants disent « mais ce sont des élèves insolents, impertinents, mal élevés, ils me regardent avec un petit air narquois. » Non, c'est juste la métamémoire qui dit « mais elle ne cherche pas, tu ne sais pas ». Et plus un élève est en échec, plus il a l'impression qu'on lui pose des questions auxquelles de toute façon il ne peut pas répondre, pour lesquelles il n'a pas la réponse. Donc là aussi, il y a une interprétation qui est faite, une surinterprétation qui est faite par l'adulte et qui finalement entraîne des blessures narcissiques. Et là aussi, l'incontournable, c'est le regard positif que je vais poser sur toi. Alors, en regardant effectivement ce schéma, on a quelques réponses à comment l'enfant apprend. On voit tous les éléments du puzzle. Et on se rend bien compte que lorsque on leur fait réviser une évaluation, on s'intéresse finalement à quoi? À quelles des fonctions cognitives les enseignants, quand ils font faire l'évaluation, et vous, parents ou grands-parents, quand vous les faites réviser, vous voulez savoir que le contenu de quoi fonctionne? Eh bien oui, eh bien voilà, des mémoires. Donc vous vous intéressez à la sortie et vous ne vous intéressez absolument pas à l'entrée. Eh bien, s'il n'y a pas de perception, qu'est-ce que vous voulez trouver en sortie? Rien, ou très peu de choses, ou tronqué, ou erroné, je ne sais pas. S'il n'y a pas d'attention, ça va être à trous. Pour le coup, le texte à trous, il va être à trous. Ça, c'est clair. Motricité, même chose. Langage, s'il ne comprend rien. Oui. Alors, vous voyez, la première des choses, c'est bien de prendre conscience de ça. Il faut faire attention à ce qu'il y ait une bonne entrée. Il faut s'assurer de l'entrée. Sinon, on comprend bien qu'il n'y a pas de sortie.
ou que la sortie est, ce qu'on a en sortie est incomplet et erroné. Et vous pouvez remarquer que avec ce petit couteau suisse là dans le cerveau, si on a tous les éléments de ce couteau suisse bien affûtés, eh bien, on est bon élève. Voilà, c'est pas difficile. Si on a ça, cette boîte à outils, eh bien, on est bon élève. Et on s'aperçoit alors que qu'est-ce qui ne figure pas, dont on pense que c'est la condition sine qua non. Je ne vais pas dire que ça ne compte pas, hein, mais quand on regarde ces fonctions cognitives, quand on voit qu'on est bon élève, si toutes ces fonctions sont en état de marche, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne figure pas. Voilà. Et voilà l'intelligence, voyez. Et on se dit, ah bon, ah ben c'est vrai ça alors. Pour être bon élève, et si l'intelligence ne suffisait pas? Bien sûr qu'elle est indispensable, mais elle ne suffit pas. S'il n'y a pas le petit couteau suisse dans le cerveau, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, voilà. Voyez. Le professeur Vèvre-Douré à Cochin présente ce cercle vertueux des apprentissages. Dans le cercle vertueux des apprentissages, j'entre sans aucune difficulté dans parler, lire, écrire, compter. Pourquoi? Parce que je suis bien équipée. Parce que j'ai ma petite boîte à outils en bon état de marche. Donc, ça fonctionne bien. Et alors, c'est le parcours scolaire réussi. C'est le sentiment de compétence, hein, très important à faire éprouver par les élèves, hein, quitte à être au début moins exigeant, à commencer là où l'élève en est, là où l'enfant en est, hein, et de monter le niveau d'exigence. Hein. Bien loin de moi l'idée d'être moins 10 ans. Il faut être ambitieux, mais il faut partir de là où en est l'enfant, de là où en est l'élève. Il faut qu'il puisse savoir qu'il sait, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, c'est la construction harmonieuse de la personnalité. Hein? Les enfants construisent leur identité pendant la période de l'école, du collège, du lycée. Et leur identité en particulier au collège, pré-ado, ado. Cette construction harmonieuse de la personnalité va permettre justement cette réconciliation avec soi-même, ces relations fructueuses donc avec l'environnement. Et c'est vrai que lorsque on est dans un cercle vicieux des troubles des apprentissages, qu'on présentera sans doute ultérieurement, eh bien, oui, on entre avec difficulté. Au lieu du parcours scolaire réussi, c'est l'échec scolaire. Et puis c'est la mésestime de soi. Hein, c'est un sentiment de culpabilité, c'est un sentiment soit d'agressivité, hein, soit effectivement un sentiment, soit une sorte, je dirais, de dépression à ce moment-là. Hein. Je vous le montre tout de même. Ça concerne évidemment les enfants qui ont des difficultés, a fortiori, ça va concerner les enfants qui ont des troubles. Hein. Donc on aura l'occasion de revoir ce cercle vicieux. Mais vous voyez, c'est juste, il n'a pas le petit couteau suisse, quoi. Il n'a pas pu entrer dans parler, lire, écrire, compter. Hein. Et à partir de ce moment-là, oui, échec scolaire et ce sentiment d'infériorité, cette anticipation anxieuse de « on va m'interroger, je ne vais pas savoir, je vais avoir une évaluation ». C'est l'anticipation anxieuse de l'échec. Et c'est là où on voit l'importance, l'impact
de tout ce qui va être émotionnel. Alors voilà, premier temps. Hein. Premier temps, on voit avec quoi l'enfant apprend. Hein. On voit ce petit appareil cognitif là qui traite l'information. On voit tous les dysfonctionnements qui donc peuvent se produire là ou là. Hein. Et on comprend mieux ce qu'on a dit en début de cette soirée. Regardons un peu ce qui se passe dans la boîte noire. Ne pensons pas qu'un enfant est paresseux, ne pensons pas qu'un enfant est obligatoirement opposant, qu'un enfant est démotivé, n'a pas envie, avant de s'être un petit peu intéressé à ce qui dysfonctionne dans son appareil cognitif. Alors, revenons sur les fondamentaux. Là, on a fait une petite présentation générale. On va reprendre certaines de ces fonctions cognitives et puis on va évidemment également donner quelques pistes aussi. Alors, la première des fonctions, c'est cette attention. Cette attention, vous savez, on a fait plusieurs expériences, dont une est quand même assez parlante, pour bien montrer que l'attention, c'est important, c'est même essentiel. On met un enfant de 2 ans et demi à peu près dans une salle. Il joue sur un tapis où il y a des jouets. L'objectif, c'est de lui faire apprendre 3 mots. Et il entend une voix qui dit ces 3 mots. Il n'y a aucun apprentissage. Deuxième temps, on le met face à un écran, on le laisse jouer, on le laisse avec ses jouets, il peut regarder ou ne pas regarder, très bien, et il voit une personne qui dit les 3 mots, il n'y a pas d'apprentissage. On le met face à une personne en chair et en os qui sollicite l'attention conjointe. Donc on croise le regard, on maintient la proximité visuelle et on dit les 3 mots. Il y a immédiatement apprentissage. C'est bien une façon de mieux comprendre à quel point l'attention est importante et elle passe d'abord par cette attention conjointe, elle passe d'abord par ce regard, par cette proximité visuelle qu'il faut entretenir. On sait très bien que les élèves, justement, ils ont beaucoup de mal à mobiliser l'attention, eux-mêmes. Et que nous, enseignants, on ne sait pas non plus efficacement et durablement mobiliser l'attention chez nos élèves. On tape du poing sur la table, ça ne sert à rien du tout. C'est de l'attention du type vigilance, et puis ça dure le temps qu'on a tapé du poing sur la table. Et hop, effectivement, ça peut repartir dans la seconde d'après. On a des petits signes, allez, vas-y, écoute, là où en es-tu? Bon, hop, et c'est extrêmement fluctuant. Et pourtant, on sait que cette attention, c'est bien le pilier des apprentissages. Attention conjointe, qui permet donc de chasser les distracteurs. Également, ce qu'il faut solliciter dans l'attention, c'est ce que l'on appelle la boucle phonologique, voire la boucle auditivo-verbale. Alors, c'est des noms très compliqués, ça veut dire tout simplement une chose, ça veut dire que lorsque je parle et que je me tais, vous entendez, vous, dans votre oreille, ce que je viens de dire. Vous entendez ce que je viens de dire. Oui, vous l'avez dans l'oreille. Sans difficulté. Oui, eux non. Vous voyez ? C'est
très difficile quand on n'a pas cette boucle-là, spontanément, automatiquement. Quand on ne l'a pas, c'est très difficile de suivre, c'est très difficile d'élaborer du sens. Et bien évidemment, ça entraîne je dirais que de ce fait, très facilement, l'attention s'en va. Donc, l'importance de, encore une fois, croiser le regard, parler lentement, s'assurer que l'enfant il est capable de redire, peut-être, le répéter, le reformuler, parce que s'il n'a pas ce retour son, on peut appeler ça du retour son, s'il ne l'a pas, c'est extrêmement compliqué pour lui. Et ça lui permet d'avoir à ce moment-là, de l'entraîner à l'écoute active. C'est-à-dire que c'est une discipline très difficile de se dire, au fur et à mesure où quelqu'un parle, je fais du sens. Et c'est évidemment une façon de maintenir son attention. Alors, bien sûr, à l'enseignant de ne pas solliciter de façon démesurée cette écoute active. Parce qu'elle a évidemment ses limites. Mais permettre des temps dans l'apprentissage où je vais, au fur et à mesure où quelqu'un parle, élaborer du sens, me faire des images et pouvoir être dans cette posture d'apprenant qui a une écoute active. Et pour reprendre des termes connus, créer ma bulle de concentration quand je suis en classe, dans l'univers de distraction qu'est une salle de classe. Donc, vous voyez, déterminant l'attention. On ne va pas tout dire ce soir, puisque le menu est copieux et qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire pour solliciter cette attention, et surtout lorsque l'on fait travailler un élève à la maison. Mais déjà, on lance quelques idées de force concernant l'attention. Concernant les perceptions, ça, on ne va pas recommencer. Je vous ai familiarisé avec l'écoute d'une phrase française qui n'avait aucun sens pour vous, donc je ne vais quand même pas recommencer. En revanche, je vais davantage parler des perceptions visuelles, parce que les perceptions visuelles sont tout le temps sollicitées en classe. Tout le temps. Et lorsque les enfants travaillent à la maison, sont aussi tout le temps sollicités. Je n'ai mis que quelques exemples. Évidemment, lire un texte, là, oui, perception visuelle. Il est certain que mes yeux balayent la ligne. Il y a saccade, fixation, convergence, et il y a la grande saccade de retour à la ligne. Vous savez, quelquefois, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils sautent une ligne. Exactement. Ou ils lisent 2 fois la même ligne. Exactement. Parce que cette grande saccade de retour à la ligne, ils n'arrivent pas à la faire. Alors nous on ne comprend pas trop. Nous, on est des lecteurs experts, et on ne comprend pas. Mais ce n'est pas seulement qu'ils sont complètement inattentifs et ailleurs. C'est que cette grande saccade, elle est difficile, voyez, à faire. Elle est coûteuse, elle est difficile. Lire des tableaux. Vous savez, les tableaux, là, il y a des lignes et des colonnes. Oh là là! Il y a des enfants qui croient que c'est juste pour faire joli. Pourquoi ton professeur il a mis ça en tableau? Alors là, demandez ça à vos enfants ou aux petits-enfants, vous verrez aucune réponse. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un tableau et l'utilité d'un tableau. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas les lire. Tableau à double entrée. Et les enseignants naïfs qui disent « Ah, j'ai tout mis en tableau, c'est clair ». C'est clair peut-être pour eux, mais ce n'est pas du tout clair pour
certains enfants. Lire des cartes de géographie, localiser, situer. Ce sont des tâches visuelles. Lire des graphiques. Oui, très difficile, bien sûr, aussi. Et puis, trouver des mots dans un texte, trouver des indices dans un texte. Hein? Alors, par exemple, ils ont un exercice en français de vocabulaire où il faut relever les mots qui appartiennent au champ lexical de la paix. Donc ça, vous allez me dire que c'est une question de vocabulaire. Ben non, c'est pas une question de vocabulaire. Bien sûr que non. Il faut que mes yeux balayent le texte. Il faut que mes yeux prennent un mot. Il faut qu'avec mes yeux et ma main, je transcrive ce mot, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut, une fois que j'ai transcrit ce mot, que je retourne à la bonne ligne pour savoir où j'en suis. Vous voyez ? Et trouver le sujet d'un verbe. Vous voyez bien que dès que j'ai à analyser visuellement un texte, ce sont des tâches, à nouveau, qui impliquent les perceptions visuelles. Hein? Et oui, pour certains enfants, c'est extrêmement difficile. Faire un schéma en géométrie. Donc, je ne vais pas non plus énumérer toutes les tâches visuelles, mais elles infiltrent véritablement les tâches scolaires, que ce soit en français, en maths, en SVT, en langue, partout. Hein, il y a du visuel partout. Alors, on passe à quelque chose qui, moi, m'est très cher. Hein. Bon, évidemment, je suis professeur de lettres classiques. Hein. Ma formation initiale, oui, ce sont les lettres classiques, c'est autour du langage. C'est une des premières choses, moi, qui m'ont complètement interpellée chez les élèves. À telle enseigne que je suis allée faire le tour des hôpitaux, quand j'étais jeune enseignante, je suis allée faire le tour des hôpitaux parisiens, où il y avait des services de rééducation des troubles du langage. J'ai pris rendez-vous avec des médecins, à Robert Debré, à Trousseau, au Kremlin-Bicêtre, à Necker. Et j'ai dit, voilà, moi je ne comprends pas le dysfonctionnement de la langue écrite de mes élèves. Pourquoi le langage est-il à ce point un obstacle? Donc c'est la première chose qui m'a vraiment interpellée dans les difficultés scolaires. Hein. Alors, langage, obstacle, tout d'abord, le manque de vocabulaire. C'est abyssal. Vous voyez ? Le manque de vocabulaire, c'est abyssal. Alors, on peut incriminer les textos, on peut incriminer le verlan, on peut incriminer beaucoup de choses. Hein, c'est possible. Il n'empêche que le manque de vocabulaire, ça, c'est vraiment assez catastrophique. On sait qu'un enfant de CM2 ne possède que 5000 mots qu'il peut, alors attention, qu'il peut utiliser à la fois à bon escient quand il parle, qu'il peut lire sans difficulté et qu'il peut écrire d'un point de vue orthographique correctement. Hein. Sous les 3 formes, il n'en possède que 5000. Mais on sait aussi que le nombre de mots susceptibles d'être rencontrés dans un manuel de 6e est 4 fois plus élevé. Et donc, vraiment, le manque de vocabulaire, ça, c'est très important. Donc, langage, première difficulté, il faut enrichir le vocabulaire. Il faut, de toutes les façons possibles, essayer d'enrichir le vocabulaire. Bon, on trouvera des pistes, hein, mais pas ce soir. Ce soir, c'est le constat. Bon, là, c'est un peu sur votre faim, mais enfin bon, pas tout faire à la fois. Deuxième difficulté, c'est la polysémie, c'est-à-dire le fait
qu'un mot ait plusieurs sens. Le mot échelle. Le mot échelle, quand je parle d'une échelle, c'est une échelle, mais quand je suis en géographie et que je dis que la carte est faite à telle échelle, c'est pas la même échelle. Le mot puissance, puissance en maths, puissance en physique, puissance en EPS, la puissance de mes muscles, puissance en histoire. Le cerveau, très souvent, colle à un sens. J'ai plusieurs exemples, bien sûr. Et encore une fois, j'en réserve. Mais je faisais une co-animation, effectivement, de cours, parce que ma spécialité n'est pas du tout la géométrie ni les mathématiques, loin de là. Et le professeur de mathématiques, c'est un élève de 6e, le professeur de mathématiques dit « trace le segment AB ». Alors l'élève trace le segment AB. Très bien. Soit I, lui dit-il, soit I, le milieu du segment AB. Et voilà que, petit élève de 6e, il va mettre I tout à côté de A. Et le professeur lui dit « T'as entendu là? Je t'ai dit milieu. » Alors il efface, et il va vite mettre I tout à côté de B. Et alors le professeur finit par lui dire « Mais enfin, qu'est-ce que c'est le milieu ?» Et il a cette réponse merveilleuse. Le milieu, c'est l'écosystème du segment. C'est-à-dire le sens de SVT. Il devait peut-être sortir d'un cours de SVT. On lui expliquait l'écosystème. Et le milieu, c'est l'écosystème du segment. Oui. Alors, bon. Je vous assure que je ne l'invente pas. C'est du vécu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que cet élève est stupide. Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne sait pas ce que c'est que le milieu d'un segment. Mais ça veut dire qu'au moment où le professeur, lui, utilise ce terme, il a l'acception de SVT qui vient. C'est tout. C'est aussi quelque chose qui nous permet de relativiser les erreurs, de ne pas dire que c'est une erreur avant de l'avoir comprise. Il y a très peu d'erreurs. En tous les cas, de mon expérience, moi je me rends compte que quand on décode l'erreur, il y a très peu d'erreurs. Donc, polysémie. Et les exemples comme ça sont nombreux, sont multiples. Il marchait d'un pas solennel, il avait fière allure dans son beau costume gris. Et un élève lève le doigt, me dit « Madame, ça veut... je ne comprends pas, ça veut dire le contraire ?» Oh là, écoute, je ne comprends pas non plus. Alors, qu'est-ce qui veut dire le contraire? Solennel. Alors je lui dis « Ah, tu ne comprends pas solennel ?» Vous savez, un prof un peu comme ça. Bon. Tu ne comprends... Ah, mais si, ça veut dire il marchait lentement comme à une cérémonie. Oh, je dis bien. Mais alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Justement, lentement. Je dis, comment lentement? Mais madame, il y a allure. Vous savez, la voiture roulait à vive allure. Voilà. Donc, tout ça, on ne va pas les multiplier, vous avez compris. Chaque mot que l'on emploie donne lieu quelquefois à une interprétation erronée qui va entraîner l'élève sur une fausse piste et qui va lui donner très vite un sentiment d'incompétence. Alors que, oui, ce qu'il dit peut se concevoir. Également, les mots du temps et de l'espace. Les mots du temps et de l'espace, très difficiles aussi à traiter pour les enfants. Le mot, ils ont une conception du temps, une représentation du temps qui est extrêmement différente selon les enfants. Nous représentons le temps. Dès qu'on parle du temps, on fait un axe horizontal. Et ça, c'est le temps. Pour un enfant, ce n'est pas obligatoirement le temps. Qu'est-ce que c'est l'axe? Il y a une flèche, et puis il y a passé, présent, futur. Non.
Certains, c'est un axe vertical. Moi, je demande toujours la représentation du temps. D'autres, et très fréquents sont les enfants à l'heure actuelle qui ont ce type de représentation. C'est une spirale. Et oui, c'est une spirale. Et on est là avec l'axe horizontal et la frise chronologique et on leur dit, tu vois, moins 300, machin. Bon, non, je ne comprends pas. Et quand je leur demande, parce que ça va plus loin, et quand je leur demande, mais alors, où est-ce que tu te situes dans la spirale? Moi, je veux bien que ça soit une spirale. Et ils répondent tous, un grand nombre, je ne vais pas avoir la prétention de dire tous, parce que je ne les vois pas tous, mais ceux, en tous les cas, pour lesquels il y a cette représentation et que je connais, ils se situent au centre de la spirale. Ah bon? Pourquoi tu t'es mis là, toi? Ah, parce que c'était quand j'étais dans le ventre de ma mère, et après je grandis. Ah, je dis, c'est intéressant, la préhistoire, elle est où? Ah, d'accord. Vous voyez? Et là, Mais il faut faire surgir ce genre d'incongruité pour qu'ils comprennent que leur représentation du temps est erronée. Il faut faire surgir. Le cerveau, il apprend aussi comme ça. De même que lorsque je dis « Ah, tu vas me classer, mon père, ma petite sœur, etc. sont nés. Alors, mon père est né avant moi ou après moi. Ma petite sœur avant moi ou après moi. » Et bien là, même type d'incongruité. Mon père est né après moi, ma petite sœur est née avant moi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vieux, c'est après, et tout ce qui est jeune, c'est avant. Tant que tout ça n'est pas sorti, hein, et je ne suis pas en train de tout énumérer parce qu'il y a une kyrielle, hein, tant que tout ça n'est pas sorti, malheureusement, il y aura des soucis de compréhension. Est-ce que ces représentations ont évolué avec le temps? Parce que j'ai l'impression que ma vieille génération n'avait pas de problème avec le trait. Eh bien, vous êtes entré facilement dans le trait. Voilà, ça veut dire que ça correspondait à votre représentation. Chacun a ses représentations. Il y a des constantes, évidemment, dans le cerveau, mais chacun a son fonctionnement cognitif, chacun a sa façon de traiter l'information, de la restituer, de la comprendre. Si à la fin de la journée, c'est pas une journée, si à la fin de la soirée, là, je vous disais qu'est-ce qu'on a fait, eh bien, vous auriez chacun, mais merci, vous auriez chacun une représentation différente. Mais c'est vrai qu'on laisse beaucoup plus de place à l'inventivité, à la créativité, et c'est bien aussi. Hein, mais de ce fait, les représentations peuvent être très, très, très différentes, dirons-nous. Simplement pour la représentation du temps, je pense que les montres digitales aujourd'hui empêchent énormément les enfants de se rendre compte. Nous avions des montres à cadran, alors qu'aujourd'hui ce ne sont que des chiffres. Donc il n'y a pas d'espace visuel entre les chiffres. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors ça peut aider des enfants qui de toute façon n'apprendront jamais à lire l'heure. Hein, parce que, oui. En classe, on le fait. Je sais bien qu'on le fait en français, en anglais, partout, dans toutes les langues. Mais là, on verra pourquoi certains enfants ont du mal à lire l'heure. Alors, vous savez que pour cette notion de durée, justement, d'espace entre midi, 1 heure, 2 heures, etc., vous avez un outil qui s'appelle le timer, mais il y a un mot français. Merci, voilà. Le minuteur. Et le minuteur va matérialiser la durée puisque vous avez un cercle qui se colorise au fur et à mesure où le temps passe. Donc ça peut aussi aider l'enfant à avoir une notion de durée. Hein, absolument. Bon, orientation, temps, espace, confusion entre avant et devant. Le chiffre avant la virgule. Tout dépend de la... Là, je ne peux pas
j'ai pas de quoi écrire, mais bon, on pourra le voir, enfin on le verra, le chiffre avant la virgule, quand vous représentez par exemple une locomotive, un train. Enfin, un train, une locomotive. La locomotive, elle est à l'avant du train. Elle est devant le wagon. Hein? Si vous faites exactement la même chose en écrivant Pierre a mangé des cerises. Des cerises est à la même place que la locomotive. Des cerises est devant à manger, comme la locomotive est devant le wagon. Et puis, tout d'un coup, vous allez donner la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, et vous allez dire, on accorde si le COD, blablabla, est placé avant le verbe. Ben, ils vont confondre avant et devant. Oui. Et le chiffre avant la virgule, c'est exactement pareil. Tout ça, c'est du spatial, voyez, et j'en passe parce que le temps passe. Voilà. Également, dans le langage, les mots abstraits. Voyez. Les mots abstraits dans le langage, très difficiles. Les mots abstraits. Parce que les mots abstraits ne font pas image. Hein? Alors là, la latiniste que je suis ne peut que plaider en faveur de l'étymologie. L'étymologie donne un sens concret et imagé. Voyez. Vraiment. Et ça, ça c'est à... Quand les enfants ne comprennent pas l'abstraction, remonter à l'étymologie va donner une image. Hein, bon, maintenant j'ai... Merci. Bon, va donner une image. Hein, je me souviens une toute petite anecdote quand même, parce qu'elle est trop belle. Hein, donc je ne peux pas résister à vous la dire. Je faisais un remplacement d'un professeur absent. Je me trouvais avec une classe de 6e. Il y avait un texte où il y avait le verbe corroborer. Alors, pas de chance. Hein. Enfin bon, ça arrive. Et je me dis, bon, pourvu qu'il ne le voit pas. Hein, parce que, voilà, c'est pas vraiment dans le vocabulaire qui est celui à maîtriser en 6e. Et ma foi, ça ira très... Et ça n'avait aucune importance pour comprendre l'histoire, quand même. Hein, bon. Et évidemment, madame, que veut dire corroborer? Je me lance dans une explication. Moi qui, comme vous l'avez compris, sollicite l'attention visuelle, ben je ne vois aucune étincelle dans les yeux. Hein. Je me dis là, je n'arrive pas à faire comprendre corroborer. Bon, et puis un élève me dit, et c'est là où je me dis, tiens, le professeur, il faisait ça très bien. Un élève me dit, mais madame, c'est quelle étymologie? Ouh, alors toute contente, merci. Toute contente, je dis, ça vient de cum qui veut dire avec, et de rebours qui désigne l'écorce du chêne. Et puis en disant ça, je me dis, mais je me perds. J'aurais mieux fait de garder ma science. Hein. Bon. Et un élève lève le doigt et me dit, ah, mais j'ai compris. Et alors là, admirer, ça veut dire fournir un supplément d'écorce à une idée. Bon, je lui dis, tu rentres à l'académie. C'est fini. Tout est bien. Donc, petit exemple un peu pour vous détendre aussi, hein, mais petit exemple aussi pour bien montrer l'importance de l'étymologie. Hein. Là, vraiment, décrypter l'abstraction avec de l'étymologie. Les phrases longues et complexes, bah oui, c'est très difficile. Il vaut mieux utiliser des phrases courtes et simples, c'est sûr. Hein. Et tout ce qui est implicite, tout ce qu'on appelle les inférences dans le langage, oui, c'est très compliqué. Hein. Donc, entraîner, par exemple, la capacité à comprendre l'implicite en inférant le lieu. Bon, je vais dire des choses vraiment très basiques pour inférer le lieu. Je donne un exemple, vous voyez. Où sommes-nous? Hein, on peut entraîner un enfant. Où sommes-nous? De la même façon, hein, voilà, enfin, il y a énormément d'exemples, je ne vais pas les... où sommes-nous? Et puis, inférer l'époque. Et puis, inférer les sentiments. Il souriait à travers ses larmes. Vous voyez, ne pas faire
avec le langage, ne pas faire que traiter l'explicite, traiter l'implicite, avec donc des petits exercices comme cela qui seront tout simples. Donc ce langage est partout, c'est vraiment l'outil de la compréhension et de l'expression. Hein. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment l'outil des leçons. Il faut comprendre sa leçon. Et puis, bien sûr, ensuite, c'est l'outil du langage écrit. Donc, oui, j'ai cette difficulté du langage, même si on n'a pas de trouble du langage. Hein. Parler de façon concise, de façon informative, de façon correcte. J'aurais dû dire correcte, informative et concise, hein, dans le bon ordre. C'est plutôt comme ça. Oui, ça suppose, là aussi, tout un apprentissage. Bien sûr, les mémoires, c'est très important. Hein. Les mémoires, c'est très important. Et il y a plusieurs sortes de mémoires. Il y a la mémoire procédurale, qui fait que, une fois que je sais faire du vélo, je sais en faire toute ma vie. Vous voyez, c'est la mémoire du type procédural. J'ai parlé tout à l'heure de la mémoire à court terme, hein, qui permet de retenir un petit nombre d'informations pendant un temps limité. La mémoire à long terme, hein. La métamémoire, c'est celle que l'on a, ce sont les mémoires que l'on a listées tout à l'heure. Et j'y reviens parce que la difficulté que nous avons enseignants, que vous avez parents et grands-parents, c'est de faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Hein. Et bien sûr, dans un premier temps, je montre cette pyramide bien connue de la rétention d'informations donc chez l'enfant. Vous voyez que lorsque je ne fais que parler dans un format d'enseignement magistral, il y a 5% de l'information qui est retenue. 10% avec la lecture, 20% avec audiovisuel, 30% si la démonstration est impliquée, 50% en classe dans des discussions de groupe, d'où l'intérêt aussi de travailler par pôle, hein, de modifier de temps en temps l'environnement d'apprentissage, des exercices, donc de la pratique, 75%, et enseigner aux autres, hein, jouer le professeur, finalement, hein, eh bien, là, vous avez 90%. Voyez. Et nous, on le sait bien, hein, nous enseignants, on le sait bien. Finalement, à force d'être professeur d'une matière, on devient tellement expert dans cette matière qu'on ne se rend même plus compte que la matière qu'on enseigne est difficile. Voyez. On dit, c'est simple. Voyez. Ah non, pas vraiment. Donnez l'occasion aux enfants d'être le professeur, de vous expliquer, d'être pour une fois le médiateur vers le savoir pour vous, parents, et pas toujours l'inverse. C'est aussi lui donner là l'occasion de retenir. Parce que, alors, la mémoire, c'est deux choses. Voyez. La mémoire, c'est d'abord un contenant. Ce n'est pas que du contenu. C'est d'abord du contenant, c'est où stocker, et puis évidemment, c'est quoi stocker. Hein? Donc le où stocker, il faut que ce que l'on propose aux enfants soit extrêmement bien organisé. Et qu'il y ait des indices de récupération. De l'indissage, du stockage, et après, à l'intérieur, du contenu, et du contenu, bien sûr, clair, le plus clair possible.
cet indissage, ben, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des gestes, ça peut être des mots, des associations d'idées, des mots, ça peut être des images très personnelles à l'enfant, ça peut être des pictos, des logos, ça peut être plus des sortes d'indices catégoriels, je ne sais pas moi, théorème de Pythagore, eh ben, ça peut sortir avec l'indice catégoriel triangle rectangle. Bon. Les associer à des indices de récupération qui sont souvent très propres à l'enfant. Ne pas imposer les siens, hein, puisque ça peut très bien ne pas convenir à l'enfant ou à l'élève. Hein. Dans les mots, dans les images. Je repose la question. Je demandais où vous mettiez les moyens mnémotechniques. Dans les mots, dans les images, hein, surtout. Parce que, oui, c'est un raccourci cognitif, hein, quand même, qui est très intéressant. Et puis, donner des procédures de classement, donner des catégories, donner aussi des ensembles pour classer. Ne pas, parce qu'ils ont presque tous de la mémoire, hein, mais si on met sans classer, ben c'est exactement comme un ordinateur. Oui, si vous ne créez pas des fichiers, des dossiers, si vous ne savez pas nommer, ben vous ne retrouverez jamais ce que vous cherchez dans l'ordinateur. Ben dans le cerveau, c'est exactement la même chose, hein. Il faut aussi des catégories, des ensembles pour classer. Et enfin, je dirais, avant la mémoire à long terme, dont je parle un petit peu aussi, pour la rendre opérationnelle, cette mémoire à long terme, vraiment opérationnelle, en fait, il y a 5 conditions. La première des conditions, c'est la possibilité d'avoir vraiment un accès à une compréhension parfaite de ce qu'il faut stocker. Il faut une parfaite accessibilité là de ce qu'il faut stocker. Et ça, évidemment, nous sommes responsables de cette première phase. Hein, c'est nous qui allons nous assurer que le message, il est véritablement compris. Moi, je passe presque plus de temps en cours à dire, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais allez, vas-y, traduis ce que je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce mot-là, et qu'est-ce que ça veut dire? Pour être sûr de l'élaboration du sens correct. Et puis, ensuite, il faut cette capacité aussi à évoquer. Parce que si ça reste, selon l'expression qui est tout à fait parlante, lettre morte, ah bah, évidemment, je ne vais pas faire du sens. Voyez, l'évocation, c'est aussi une façon, bien sûr, de... c'est un premier pas vers l'appropriation. Oui. Oh, on est... Est-ce que l'évocation s'assimile à la reformulation? Ah non, ça ne se limite pas. Parce que, alors, la reformulation suppose qu'il y a eu compréhension. Hein, si elle est correcte, ça suppose s'il y a une bonne reformulation, il y a eu compréhension. Mais l'évocation, c'est véritablement, dans son cerveau, se faire aussi une image de, enfin pas une image obligatoirement, un dessin, hein, mais se faire une représentation de ce qui est à stocker, ou de l'élément de la phrase, ou de l'élément de la leçon qui est à stocker. Et puis, il faut ensuite savoir où je le mets, où je le range, le stockage, pour que je puisse le remobiliser quand j'en aurai besoin et à bon escient. Si encore une fois je ne sais plus où c'est, je ne pourrai pas le remobiliser. Et également,
que je me l'approprie. C'est bien pour ça que dans la pyramide de la rétention d'informations, les 90%, c'est lorsque l'on est soi-même enseigné aux autres. Parce que juste avant d'enseigner aux autres, c'est que je me suis approprié. C'est que je suis effectivement capable de maîtriser cette info puisque je suis capable de l'enseigner aux autres. Et dernière condition, que les élèves en difficulté, évidemment, n'ont pas, c'est le projet de restituer. Je suis un élève en difficulté, demain j'ai un contrôle, demain j'ai une leçon, d'abord j'ai une leçon, pourvu que je ne sois pas interrogée. Il y a une évaluation, pourvu que ça ne tombe pas là-dessus. Je sais ça et ça, mais alors là, pourvu. Vous voyez, ils sont dans l'anticipation anxieuse de l'échec. Et donc, le projet de restituer, ils ne l'ont pas. La mise en projet de restituer, ça, ils ne l'ont pas. Et évidemment, la mise en projet d'utiliser. Ça sert à quoi? Vous avez entendu ça? Ça sert à quoi? Bien sûr, l'accord du participe passé, les identités remarquables, ils ne comprennent pas toujours à quoi ça sert, tout ce qu'on apprend à l'école, au collège, au lycée, les dates, ils ne comprennent pas toujours en histoire, la mondialisation, ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire, même si... Non, si on leur disait davantage, voilà, il faut effectivement apprendre tout cela pour avoir des clés de lecture du monde et des autres et leur expliquer ce que sont ces clés de lecture du monde et des autres, je pense que là, ils apprendraient beaucoup plus volontiers. Voyez, parce qu'on leur demande comme ça d'avoir des connaissances, mais je dirais qu'ils n'ont pas de connaissances sur leurs connaissances. Donc, ils savent que la Terre est ronde. Oui, d'accord. Mais ils n'ont pas de connaissances sur la façon dont on peut démontrer que la Terre est ronde. Donc c'est très difficile de remplir des cerveaux comme ça, d'autant plus qu'ils savent maintenant que tout ça, on peut le trouver sur Internet. Ah bah oui. Et donc on peut comprendre aussi leur difficulté à comprendre l'utilité si on n'est pas là pour chaque fois leur expliquer. Alors, quelques caractéristiques, donc maintenant, pour terminer, sans dévoiler tout ce qu'on aura à dire un petit peu plus tard sur l'aide aux devoirs, parce que sinon, j'aurai plus de matière. Bon. Quelques caractéristiques d'un apprentissage efficace, je dirais juste autour de quelques maîtres mots. Quelques maîtres mots qu'on développera évidemment ensuite ensemble, à propos desquels on donnera un certain nombre d'exemples, bien sûr, principalement lorsque sera évoquée l'aide aux devoirs pour ces enfants qui apprennent, je dirais, avec toutes les différences qui sont normales et qui sont toute une richesse, mais qui apprennent finalement comme tous les enfants, sans spécificité particulière. Je pense que le premier maître mot, c'est le mot inhibition. Il faut savoir avoir un filtre. On se met en mode j'apprends. On a un rituel 0. Stop, je vide ma tête, j'apprends. Je me mets un filtre. De la même façon, j'ai à saisir, j'ai à faire un problème, saisir des informations, etc. Je vais me mettre en mode inhibition pour filtrer tout ce qui n'est pas dans le texte ou dans l'énoncé ou dans la consigne, tout ce qui n'est pas en rapport direct avec ce qu'on me demande de faire. Je sélectionne l'information pertinente. Donc ça, pour faire fonctionner le cerveau, on a cette nécessité de focus sur l'activité
qui m'est demandée à l'instant T, qui n'est pas la même que celle qui me sera demandée à l'exercice suivant, qui n'est pas la même que celle qui m'était demandée à l'exercice précédent. Les entrées facilitatrices, certains enfants vont être davantage à l'aise avec des images, des dessins, des pictos, des cartes mentales, voyez, avec du visuel, avec des relations spatiales entre des images. Hein, ça, ce sont les profils cognitifs ou les intelligences multiples d'ailleurs, hein, enfin, ou l'intelligence multiple, comme il faut dire. Ça se recoupe, bien sûr. C'est du visuel. D'autres vont être beaucoup plus à l'aise avec des mots, en voyant des mots, en entendant des mots, en procédant par association d'idées et non d'images, avec des plans chronologiques ou logiques. Ils seront davantage, donc l'entrée, ce sera une entrée verbale, hein, auditive, verbale. Et d'ailleurs, je pense que dans l'assistance, vous vous reconnaissez plutôt dans une de ces deux entrées. Vous, quand vous avez été élève, vous étiez plus à l'aise peut-être avec tel ou tel enseignant qui faisait beaucoup de dessins, etc., d'illustrations, de schémas, de figures, et d'autres beaucoup plus à l'aise avec des enseignants qui utilisaient des outils beaucoup plus verbaux. Et d'autres qui avaient besoin, au contraire, d'être présents physiquement à la tâche, de manipuler, Je dis des bêtises ? Je suis rassurée. Bon, vous voyez bien que vous-même, hein, vous avez des entrées facilitatrices. Pourquoi est-ce qu'on va surcharger, augmenter le coût cognitif d'une entrée quand elle pour la faire fonctionner? Non. Essayons de trouver, et là le rôle de la métacognition, essayons de trouver justement avec l'enfant, tu apprends mieux comment? Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi? Ta leçon, je vais t'aider, on va en faire une carte mentale. Vous avez un très bon logiciel, simple, croyez-moi, qui s'appelle Inspiration et qui propose vous tapez, je sais pas moi, squelette en SVT et vous avez une banque d'images qui s'affiche, donc vous n'avez plus besoin d'aller chercher les images et il n'y a plus que prendre l'image, drag and drop, hein, et la carte mentale est extrêmement facile à faire. Réaliser une carte mentale avec un enfant, ça peut être un peu ludique, d'une part, et puis ça va vous permettre de savoir s'il est à l'aise ou pas avec cet outil. Ou au contraire, vous allez faire un texte à trous. Ou au contraire, vous allez lui présenter un plan. Et puis, tu es plus à l'aise avec quoi? Vous voyez, tout ce qui est explicitation et métacognition. Entretenir cette sécurité cognitive. De toute façon, je ne vais pas faire à ta place. Hein, ça n'a pas de sens. On sait très bien que quand le parent fait à la place, l'élève n'apprend et l'enfant n'apprend rien. Il n'apprend rien, d'abord parce que papa va faire les maths et que papa il ne se trompe pas. Donc quand on va corriger l'exercice de maths, je ne vais rien écouter, hein, parce que j'ai juste, parce que papa il sait. Voilà. Maman va faire le français. Et quand effectivement on va corriger le français, je ne vais rien écouter non plus. Donc je n'apprends pas, évidemment, parce que je ne cherche pas, parce qu'on apprend en cherchant, hein. Et je n'apprends pas parce que je n'écoute pas la correction. Et le jour où j'ai à faire ça tout seul, évidemment, l'évaluation est catastrophique. Donc, on ne fait pas à sa place, mais on est à côté de lui. On s'en va un certain temps, on revient. Vous voyez, on est présent. Sécurité cognitive. On ne juge pas,
On donne des outils, il se sert de ces outils. S'il se trompe, ce n'est pas catastrophique. Hein, j'ai souvent cette phrase, je ne dis jamais à un élève c'est faux. Je ne dis pas que c'est juste, nuance. Mais je dis, écoute, voilà, cherchons ensemble à quoi aurait bien pu ressembler ta réponse si elle avait été juste. Hein? Et c'est incroyable, il cherche. Vous voyez? C'est tout, il cherche. Si je dis c'est faux, rideau, terminé. Dès que je le dis autrement, hein, cette espèce de sécurité cognitive, je suis avec toi, on va chercher, on va trouver. Une situation que je rencontre souvent en soutien scolaire. Oui. C'est, je trouve un résultat juste, par exemple en mathématiques, et là, le regard se tourne vers moi et attend. Est-ce que c'est bien ça? Et donc un défaut de confiance terrible. Terrible. Et terrible. Comment accoutumer l'enfant à dire mais voilà, c'est juste. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Mais oui, mais ça, Mais déjà, vous interprétez bien le regard. Donc ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Parce que, bon, il y a tous ceux qui n'interprètent pas justement ce regard qui révèle des blessures narcissiques tellement importantes, la répétition de tellement de schémas qui sont des schémas négatifs et justement cette mésestime de soi. Ah, c'est impossible que je trouve, moi, faire quelque chose de juste. C'est pas possible. Et là, c'est la réassurance, c'est le feedback positif qui va pouvoir finalement permettre de penser ces blessures d'amour, ces blessures narcissiques. Hein, et bon, mais ça, c'était magnifique à partager, vous voyez. C'est vraiment... on comprend bien que certains enfants sont dans cette situation où ils sont empêchés d'apprendre, ils sont empêchés de restituer parce qu'il y a un doute qui est beaucoup trop fort. Donc, c'est un maître mot, la sécurité cognitive. Hein. La consolidation, oui, avec... On répète, on fait fonctionner, on le verra, la boucle de rétroaction, on répète, on refait faire, hein, puisque c'est cette consolidation qui va permettre justement l'automatisation. Cette automatisation, hein, que l'on a par de l'entraînement, par de la réactivation, par cette boucle dont je parlais, de rétroaction, et c'est essentiel. Parce que vous voyez bien que quand une activité est automatisée, eh bien, cette automatisation libère des ressources cognitives et rend le cerveau beaucoup plus disponible pour gagner en efficacité, en rapidité, pour surperformer. Une activité, tant qu'elle n'est pas automatisée, elle est coûteuse. Bien, voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce que l'on voulait explorer ce soir. Bien sûr, si vous avez des questions, hein, on a un petit temps encore pour y répondre. Si on peut. Ah, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je voudrais aborder un sujet, revenir sur l'attention conjointe. Oui. Excusez-moi. On développe de plus en plus de modules de e-learning pour même des plus jeunes, même des jeunes, voilà, des très jeunes, et bien sûr pour des étudiants et pour des adultes. Et c'est une vraie tendance énorme, hein, quoi qu'il en soit, d'apprentissage. Et là, ça m'a fait réagir parce que l'attention conjointe est quasiment inexistante. Absolument.
Et donc, voilà. Il y a une autre attention, hein, cela dit. Oui. Le e-learning sollicite de la concentration. Il y a Bien un autre type d'attention. Mais il n'y a pas cette attention qui passe par le regard. Parce que dans les études supérieures, on a tendance, je vois dans les grandes études supérieures, à remplacer les enseignants par du e-learning. Oui, mais dans les études supérieures, les étudiants, ils savent apprendre. D'accord. Ils sont formatés pour apprendre, ils savent apprendre. Et en plus, ils ont la maîtrise de leur méthode d'apprentissage efficace. Donc, ils peuvent tout à fait utiliser cette façon-là d'apprendre. Donc, en Mais conclusion, ça s'adresse bien à des adultes Oui. et pas vraiment... Enfin, à des étudiants, Oui, hein, voilà. à des étudiants, à peut-être certains enfants. C'est très difficile de dire non. Hein, parce que c'est un moyen d'apprentissage, c'est un mode d'apprentissage. Mais pour l'enfant lambda, il est certain que l'attention, ça passe par cette attention conjointe et par ce visuel-là. Et pour un enfant en difficulté, alors là, a fortiori. Oui, moi je voulais revenir au problème d'attention basique. Je fais également du soutien scolaire et nous avons beaucoup d'enfants qui tournent la tête en permanence. C'est très difficile d'obtenir leur attention. Alors nous avons essayé de pratiquer des petits exercices de respiration, de relaxation. Et en fait, on s'aperçoit que... Alors, pour 20 minutes, même des enfants qui étaient très, très, très désattentionnés, pour 20 minutes, on arrive à avoir cette interaction que l'on n'a pas sinon. Donc, je voulais savoir si vous aviez une expérience, une idée sur ça, parce que ça me paraît assez prometteur. Alors là, oui, je suis 100% de votre avis. Des activités de type relaxation peuvent être très utiles, des pauses cerveau, oui, pour vider sa tête. Hein. Ça peut très bien fonctionner. Ou des activités de rupture où on va, sur des temps extrêmement courts, résoudre une énigme. Oui. Au contraire, rendre son cerveau très, 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 très actif, se concentrer sur vraiment quelque chose de très limité dans le temps, mais qui demande de puissantes ressources cognitives. Et on peut reprendre après avec une attention toute neuve. Donc, on a deux types de pauses cerveau, je dirais. Celle où on vide sa tête, où on se relaxe. Celle où on peut mettre un casque qui diffuse de la musique, des musiques de relaxation, justement. Qui peut être aussi une musique avec des percussions. Hein, avec un rythme, ou alors une hypermobilisation du cerveau sur un tout petit temps. Oui. Ça marche. Et vous le confirmez dans votre expérience de soutien scolaire. Hein. Merci, parce que c'est un retour précieux aussi que le vôtre. Merci, bonsoir. Moi, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. On a beaucoup parlé de la mécanique cérébrale pour apprendre. Et on n'a pas parlé de l'attitude et la position du corps. Et simplement, moi, quand j'ai lu le titre de la conférence, en riant la première fois, comprendre comment l'enfant apprend, ben moi, chez mes garçons, j'ai envie de dire à l'envers. Les pieds, je sais pas, sur la chaise, dessous. Enfin, et je me demandais si on avait une possibilité. J'hésite toujours, j'ai 2 filles qui sont raides sur leur chaise et 2 garçons qui font le poirier quand j'apprends. Enfin, bref. Oui, oui. Et donc, je voulais savoir, effectivement, si... on doit les laisser libres dans cette expression du corps, sachant qu'en classe, ils sont hyper maîtrisés. Et ça leur demande, je pense, beaucoup d'efforts. Ou si, au contraire, il faut les forcer un peu pour mettre leur cerveau dans une disposition plus apte à absorber les apprentissages. Alors, pour ma part, mais ça n'engage que moi, je pense qu'il faut les laisser libres. Ceux qui ont véritablement besoin de bouger, d'apprendre par terre, d'apprendre accroupi, d'apprendre... Bon, du moment qu'ils apprennent, moi, c'est le résultat qui compte. Bon, ça concerne quand même des enfants petits. C'est vrai que quand ils deviennent... On peut aussi leur demander que pour certains types d'activités, ils soient assis à une table. Mais que pour d'autres types d'activités,
ils aient toute l'attitude d'être dans la posture position qui leur convient. Mais on peut petit à petit peut-être leur faire prendre conscience que quand on est peut-être assis d'une certaine façon avec un bureau bien rangé, ça peut faciliter. Mais tant qu'ils ne vont pas eux-mêmes s'apercevoir du bénéfice, n'insistez pas. Hein, mais petit à petit. Enfin, c'est toujours cette façon de procéder des petits pas. On peut, mais ça, on verra aussi ça dans les devoirs maison. Hein, la posture, prendre la photo du bureau, un bureau rangé, un bureau pas rangé. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses là qu'on verra. Là, on était plus dans la mécanique, justement. Hein. On était plus ce soir dans cet aspect plutôt fonction cognitive et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour apprendre. Oui, n'y a-t-il pas tout de même, quant à la posture, une question tout simplement de circulation du sang? Le cerveau, pour fonctionner, il a besoin d'être alimenté. Alors si je suis dans une contorsion, les genoux au-dessus du dossier de la chaise et les coudes sur la table dans un effort musculaire... Mais ça dure jamais trop longtemps, puisque quand le cerveau est en anoxie, vous savez, il va faire quelque chose pour que, hop, ça revienne. Hein. Je m'interroge. Bon. Déjà, ils se tiennent, ils sont obligés de se tenir tranquilles presque 8 heures par jour. Vous savez? Là, vous êtes resté à peine 2 heures. Et il y en a qui ont déjà envie de bouger. Hein. Et quand ils sont assis toute la journée en classe, que dès qu'ils bougent un cil, on les rappelle à l'ordre, et que le soir, il faut recommencer. Bon, alors, bien sûr que la posture idéale, c'est celle qu'on connaît, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a des enfants, alors là, peut-être qui ont un trouble de l'attention, avec hyperactivité, hein, qui ont vraiment besoin de bouger. Ça leur, je dirais que le coût cognitif pour rester tranquille est bien supérieur à celui que nous dispensons pour le faire, et que s'ils mettent le coût cognitif dans « je me tiens tranquille », moi j'ai eu un élève aussi, enfin des élèves, je demandais d'allonger un peu la plage d'attention. On avait un contrat. Et on avait d'ailleurs une courbe. Oh là là, on avait fait beaucoup de choses. Et c'était mieux, et c'était mieux. Et puis un jour, je le vois écarlate comme les portes là. Hein, vraiment, écarlate. Je lui dis, mais tu n'es pas bien? Qu'est-ce que tu as? Et non, ça va. Et ça m'inquiétait, moi, hein, parce que je l'avais devant moi, à portée de tir, comme ça. Bon, il fallait mieux que je l'aie, vraiment. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, non, ça va très bien, je fais attention. Il ne pouvait pas répéter ce que je disais. Il était, je fais attention, je dois faire attention. Tout était mobilisé par ça. Et voilà, j'ai compris un petit peu l'inanité de ma demande. Je me suis dit, voilà, il y a une limite que j'ai franchie, c'est pas bien. Je ferais mieux de le laisser souffler, bouger, etc. Sans perdre de vue une exigence. Hein. C'est-à-dire que chaque fois, on va quand même faire prendre conscience de ce que c'est que d'être attentif. Alors, il y a la fameuse image de la poutre, vous savez, en psychologie. Hein. Je dois traverser une rivière en crue et j'ai une poutre très large. Oui. Non, c'est faux, très étroite. Merci. Vous la connaissez. Bon. Alors, rivière en crue, poutre très étroite. Eh bien, qu'est-ce que j'éprouve? On essaie de faire fermer les yeux aux élèves et leur dire, bon voilà, dans quel état mental es-tu? Il y a même un élève qui dit, ah oui, madame, et aussi, il y a des crocodiles. Je dis, oui, allez, il y a des crocodiles. Très bien. Alors, attention. Deuxième temps, la poutre est un petit peu plus large et la rivière est toujours en crue. Un peu moins d'attention. Troisième temps, la poutre, elle est large et la rivière est paisible. Ben oui, on peut regarder le paysage, hein, ça va. On peut leur faire prendre conscience de ces états mentaux et leur dire, voilà, la poutre, attention, tu es sur la poutre étroite. Alors moi j'ai 4 enfants et sur les 4 enfants, il y en a une qui lit beaucoup, un autre qui ne lit pas beaucoup mais qui a un langage verbal assez développé.
Et j'en ai un autre qui lit pas mal. Il est en CE2 encore, donc ça reste encore fragile. Mais il a un manque de vocabulaire cruel. Et c'est étonnant, je suis assez désarçonnée par cette différence entre chaque enfant de la fratrie. Voilà, je me suis dit, il y a une émulation familiale, on communique bien. Comment ça se fait que cet enfant ait ce manque de vocabulaire? Bon, là, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas vraiment de réponse qui pourrait vous satisfaire. Mais comment va évoluer son langage, son langage? Est-ce qu'il est entré déjà avec difficulté dans le langage? Est-ce qu'il a eu déjà un petit retard de langage par rapport à vos autres enfants? Est-ce qu'on lui a parlé différemment parce que c'est le dernier? Est-ce que je ne sais pas. Voilà, là, il me faudrait plus d'éléments effectivement pour vous répondre, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il ne va pas rattraper un niveau de langage. Le vocabulaire, ça s'acquiert. Il y a des moments où ça semble stagner. S'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de raison pour que ce vocabulaire ne s'enrichisse pas. Enfin, il est en CE2. On a le droit d'apprendre à son rythme. On n'a pas tous appris en même temps. On a des... Voilà. Il y a une question de maturité. On est tous différents dans les apprentissages. On est tous différents dans tout. On a des courbes de croissance différentes. On a marché à des âges différents. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait obligatoirement à parler au même âge et pourquoi on aurait le même stock lexical au même âge? Non. Pas de souci, dans un premier temps. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment.